Bien, alors avant de commencer cette dernière table ronde de l'après-midi sur les compléments d'honoraires, je vais demander à Chloé Teillard, qui est la juriste de la FHP-MCO, de bien vouloir me rejoindre en tribune. Elle va nous dresser un bref et rapide état des lieux pour remettre un petit peu à jour les connaissances de chacun et chacune sur cet avenant numéro 8. Bonjour. Vous avez le micro. Bonjour, mon intervention sera très brève. Il s'agit simplement donc d'introduire la table ronde en rappelant rapidement le contexte d'élaboration de l'avenant ainsi que les grandes lignes de son contenu. Déjà en 2007, un rapport de l'IGAS parlait d'une dérive en évoquant le fait que 25% des médecins libéraux étaient en secteur 2, ce qui représente 42% des spécialistes, avec un taux de dépassement moyen de 54%, et en moins de 15 ans, dans le secteur à honoraires libres, un doublement de la valeur réelle du montant des dépassements. Compte tenu de l'échec assez récent du secteur optionnel et de l'option de coordination, le président Hollande avait mis dans son programme électoral, avait pris pour engagement la sécurisation de l'accès aux soins par un encadrement des dépassements d'honoraires. L'engagement a été apparemment pris avec beaucoup de ténacité, puisque le début de l'élaboration de l'avenant a été débuté après le Conseil des ministres du 11 juillet 2012, avec un vote des orientations par le Conseil de l'UNCAM le 19 juillet, des négociations dès le mois de septembre et une signature par les syndicats représentatifs le 25 octobre 2012, un peu plus tard que prévu, après quelques péripéties, et une publication au journal officiel du 7 décembre 2012. L'objectif poursuivi par les pouvoirs publics est un encadrement des pratiques tarifaires, des sanctions en cas d'abus et un contrat d'accès aux soins ainsi qu'une réévaluation des tarifs. La question est de savoir si ces objectifs sont bien atteints par l'avenant tel qu'il est rédigé, et compte tenu des engagements pour les médecins d'une part et des contreparties d'autre part. Notamment le contrat d'accès aux soins et les sanctions sont les deux gros points qui ont suscité le plus de controverses et de discussions. Je ferai donc un rapide focus sur le contrat d'accès aux soins puis sur les sanctions. Le contrat d'accès aux soins concerne les praticiens de secteur 2 et aussi les anciens chefs de clinique qui étaient jusqu'à présent bloqués en secteur 1. C'est un contrat qui est signé pour une durée de validité de 3 ans, avec une précision qui est quand même importante, c'est que la résiliation est possible par le médecin à chaque date anniversaire du contrat. Par ailleurs, ce contrat d'accès aux soins ne pourra exister juridiquement qu'à condition qu'au moins un tiers des médecins éligibles y adhèrent avant le 1er juillet 2013. Et comme vous le savez, rien n'est moins sûr si l'on en croit les récents sondages selon lesquels à peu près 6 à 10% des médecins susceptibles d'entrer dans le dispositif s'y seraient pour l'instant engagés. Les obligations des médecins sont importantes. Il s'agit de ne pas dépasser un taux moyen d'honoraires de plus de 100% du tarif de la sécurité sociale, de ne pas augmenter le niveau des compléments d'honoraires habituellement pratiqués pendant la durée du contrat, de maintenir la part d'activité en secteur opposable réalisée en 2012 à partir d'un état de réalisation des pratiques, et pour les nouveaux installés et les anciens chefs de clinique en secteur 1, de maintenir une part d'activité au tarif opposable fixée à 30% et des dépassements conformes à une moyenne régionale ou nationale en fonction des spécialités. En contrepartie, plusieurs contreparties de plusieurs ordres, de la part de l'assurance maladie, de la part des complémentaires. La CNAM participe à hauteur de 320 millions d'euros au financement des cotisations sociales dues par le médecin pour la part des actes opposables. Les complémentaires, quant à elles, participent à hauteur de 150 millions d'euros. Et l'UNOCAM s'est engagé, et c'est dans le texte de l'avenant, à inciter les organismes complémentaires à prendre en charge de manière privilégiée les dépassements des médecins adhérents au contrat d'accès aux soins. Par ailleurs, et c'est un point crucial, l'avenant prévoit une revalorisation des tarifs opposables en 3 étapes, au 1er juillet 2013, au 1er mars 2014 et au 1er janvier 2015 pour les praticiens de secteur 1 et de secteur 2 adhérents au contrat,
Toute la question est de savoir si le mécanisme de revalorisation des tarifs qui a été prévu dans cet avenant est satisfaisant pour l'ensemble de la profession médicale. Les sanctions également prévues par l'avenant ont fait couler beaucoup d'encre. Elles sont encourues en cas de pratiques tarifaires excessives constatées. Il s'agit soit d'une suspension temporaire du droit à dépassement, soit même d'une mise hors convention. Le caractère excessif apprécié au regard de la pratique globale est apprécié au regard de la pratique globale du médecin, en tenant compte notamment de la fréquence des actes par patient, du lieu d'implantation du cabinet et de la spécialité. On peut s'interroger sur la manière dont ces critères vont être interprétés en fonction des caisses concernées. Est-ce que ça va garantir à l'ensemble des médecins une équité de traitement s'ils sont placés dans des cas de figure comparables? Par ailleurs, le taux de dépassement de 150% du tarif opposable doit ne servir que de repère. Il figure dans l'avenant, dans le préambule de l'avenant et pas dans l'article 3 qui est relatif aux sanctions. Il s'agit en théorie donc d'un indicateur et non d'un plafond, et reste à savoir ce que la pratique donnera, sachant que les premiers avertissements ont été déjà reçus par certains praticiens. La procédure, en effet, est la suivante. En cas de pratique identifiée comme excessive sur le plan tarifaire, un avertissement est adressé par la caisse au médecin qui est invité à modifier sa pratique. Et en cas de silence de celui-ci dans un délai de 2 mois, son silence est signalé à la commission paritaire régionale qui se prononce elle-même dans un délai de 2 mois sur le principe d'une sanction ou non. Le directeur de la caisse concernée est in fine tenu de se conformer à la décision de la CPR. Le Conseil régional de l'ordre a tout de même un rôle à jouer puisqu'il pourrait être saisi pour avis, mais la décision reviendra au directeur de la caisse sur avis conforme de la décision paritaire. On peut d'ailleurs s'interroger sur la proximité des notions de non-respect du tact et de la mesure qui figurent dans le code de déontologie médicale et sur la notion de pratique tarifaire excessive. Est-ce que les praticiens risquent en réalité ou non d'être sanctionnés 2 fois pour un même fait, d'une part dans le cadre de l'avenant numéro 8 et d'autre part dans le cadre d'une procédure qui pourrait être engagée devant la section des assurances sociales de la juridiction disciplinaire. Mais beaucoup d'incertitudes demeurent donc. Déjà, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la signature du contrat d'accès aux soins par le tiers des médecins libéraux avant le 1er juillet 2013 est loin d'être certaine, puisque seuls 6% des praticiens éligibles y auraient adhéré à ce jour. Cela étant dit, l'avenant lui-même prévoit qu'en cas de non-signature à la date du 1er juillet, la période d'entrée en vigueur soit repoussée jusqu'à ce que le seuil d'un tiers soit atteint. Donc les rédacteurs ont été prudents. Mais cela étant dit, même si le contrat a été signé, plusieurs recours ont été engagés contre l'avenant numéro 8, dont par définition nous en ignorons l'issue. Et le prochain PLFSS approche, et ce qui peut être à nouveau un moyen pour les pouvoirs publics de faire pression sur les médecins. Je vous remercie. Merci Chloé Teillard, juriste à la FHP-MCO pour ce rappel réglementaire sur l'avenant numéro 8. On va pouvoir commencer cette table ronde, l'ultime table ronde avec le docteur Michel Chassan, qui est président de la CSMF, le docteur Roger Rua, président du SML, le docteur Didier Leget, qui est vice-président de l'UCDF et du syndicat Le Bloc, qu'on a pu entendre tout à l'heure déjà poser quelques questions, et puis le docteur Martine Aoustin, qui est la directrice générale de l'ARS en Languedoc-Roussillon. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent pour cette invitation. Alors, Michel Chassan, je crois que vous avez un avion tout à l'heure, donc je ne sais pas, peut-être que vous allez devoir nous quitter un peu prématurément. Mais en tout cas, donc vous faites partie des signataires de cet avenant numéro 8. En quelques mots, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est un bon accord? Alors, d'abord, c'est un accord. C'est un accord qui est passé entre des syndicats médicaux représentatifs et un interlocuteur, le financeur obligatoire, qui est les caisses d'assurance maladie, et le financeur complémentaire, que sont les caisses
complémentaire, assurance mutuelle, regroupée, comme vous le savez, sous le vocable UNOCAM. Comme tout accord, c'est un compromis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Si il n'y a pas précisément un pas qui est fait de l'une ou l'autre et l'autre des parties pour finalement déboucher sur un compromis et une situation médiane. Le deal du départ, il a été très bien rappelé tout à l'heure par la précédente intervenante, qui a très bien résumé la situation. Il y a une petite incertitude sur le nombre d'optants, mais je vais vous donner quelques informations nouvelles. Mais simplement, le deal de départ, et il découle de l'élection du président de la République, avec l'alternance qui a découlé. La feuille de route était claire. C'était, premièrement, encadrer les dépassements d'honoraires. À tort ou à raison, on peut en discuter, mais c'était la feuille de route. C'est la feuille de route qui a été donnée à la ministre de la Santé, à charge pour elle, donc, d'ordonner au directeur de l'UNCAM de mettre en œuvre cette politique. Et pas demain, tout de suite. C'est d'ailleurs la première initiative que ce gouvernement nouveau a prise. Le problème, immédiatement, a été de voir comment allons-nous procéder. Et là, au sein du gouvernement, il y a eu deux thèses qui se sont affrontées, et c'est l'une qui l'a emporté. La première des thèses consistait à dire, et pas faire de délation, mais il y a des personnages éminents de ce gouvernement qui prônaient cette thèse-là, c'était de dire, écoutez, de toute façon, il n'y a rien à faire avec le corps médical, on n'y arrivera pas, on va passer par la voie parlementaire, on ne va pas perdre de temps, ça sera à l'automne, et on décidera purement et simplement ce que la représentation nationale décidera. Et puis il y avait une deuxième partie du gouvernement et à certains échelons de l'État qui pensaient qu'il fallait mieux agir au plan conventionnel. Nous avons, essayé évidemment de convaincre, de garder la main et de rester dans le cadre et dans le champ conventionnel. L'avenir le dira, mais en tout état de cause, la négociation a été ouverte. Et le choix gouvernemental a été de dire nous allons ouvrir les négociations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins. Ces négociations sont ouvertes et d'emblée, il y avait dans cette feuille de route 3 impératifs. Le premier, c'était de mettre fin au dépassement abusif. Le deuxième, c'était de trouver un mécanisme rendant le secteur 2 moins incitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Et troisièmement, eh bien, essayer de trouver un mécanisme qui vaille que le secteur 2, en termes absolus et en nombre, décroisse au fil du temps. Autrement dit, mettre fin à la situation qui, aujourd'hui, finalement, la plupart des jeunes qui s'installent choisissent le secteur 2 pour des raisons qui sont éminemment respectables et compréhensibles. C'était la feuille de route de départ. Personne n'avait imaginé qu'il pouvait y avoir une quelconque revalorisation d'honoraires et un investissement financier dans cette affaire. Or, au fil de la négociation, et au début, nous avions d'ailleurs très clairement posé les choses en disant il n'y a pas de revalorisation, il n'y a pas de solution possible au problème des dépassements d'honoraires sans un investissement financier sur les honoraires. Ce n'a pas été facile à faire comprendre à nos interlocuteurs. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que c'était pas ça la question. Non, mais c'est important de connaître comment les choses se sont passées pour voir si c'est un bon accord ou un mauvais accord. La résultante fait qu'aujourd'hui, on a un mécanisme qui, premièrement, c'est vrai, institue un principe d'une sanction à l'égard d'une fraction des praticiens qui dépassent de façon abusive, en tout cas, qui ont un comportement général qui n'est pas acceptable au regard de l'accès aux soins. Alors on peut discuter naturellement. Tout le monde est d'accord sur ce concept, de dire que c'est une minorité de praticiens qui se livrent à cette chose-là, mais que, in fine, l'ensemble du corps médical en subit des conséquences parce qu'on ne fait pas la différence entre ceux qui font ça et ceux qui sont l'immense majorité
Je rappelle que quand même 3 médecins sur 4 sont en secteur 1 et que ceux qui sont en secteur 2 ont des dépassements parfaitement acceptables et parfaitement raisonnables au regard de l'accès aux soins. Donc il y a un dispositif qui est certes et qui existe, qui a été décrit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Il y a une deuxième chose, c'est que le secteur 2 n'est pas du tout touché. Rien, ce secteur. Le secteur 2 n'est absolument pas remis en cause. Et le troisième élément, c'est qu'il y a un contrat d'accès aux soins. Ce contrat d'accès aux soins remplace le secteur optionnel, dont on discute depuis 1993. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une alternative médiane entre le secteur 1 et le secteur 2, avec toutes les inéquités que ces deux secteurs entraînent, avec toutes les difficultés que ces secteurs entraînent, avec tous les problèmes de perte de parts de marché, notamment de l'hospitalisation privée par rapport à l'hospitalisation publique, avec les problèmes qui sont liés à la démographie médicale, etc. J'en passe. Et donc, on a trouvé un mécanisme qui est le secteur optionnel. Ce secteur optionnel qu'on avait signé dans une convention précédente, nous l'avons adapté dans le cadre d'un contrat d'accès aux soins, dans cette nouvelle convention. Et il faut bien reconnaître que ce contrat d'accès aux soins est beaucoup plus attractif que ne l'était l'ancien secteur optionnel, pour deux raisons. J'ai fini. Oui, parce que c'était vraiment... La première des raisons, c'est qu'il concerne l'ensemble des médecins et pas uniquement une partie. Et deuxièmement, le taux de dépassement est beaucoup plus élevé, le seuil est de 100%, alors qu'il n'était, je vous le rappelle, que de 20%, puis de 50% pour une partie du corps médical. Alors pourquoi est-ce que c'est un bon accord ? Aujourd'hui, je rectifie tant que j'ai la parole, une phrase qui a été dite tout à l'heure. Non, il n'y a pas 6% de médecins qui ont signé le contrat d'accès aux soins. Ils sont aujourd'hui 3000 médecins de secteur 2 à l'avoir signé. Ça fait combien de pourcents ? 100 médecins de secteur 1 qui l'ont signé. Et donc, je vous laisse calculer. Il faudrait 8500. Environ 10%, donc me souffle-t-on à ma droite. Voilà, je vous donne les chiffres. Au moment où je parle, nous ne sommes pas au 1er juillet. Nous sommes encore fin mai. Il reste encore un mois. Mais le phénomène n'a pu commencer qu'au mois d'avril, dans la mesure où les caisses ont quelques secrets pour retarder les échéances et pour faire tourner leurs machines, pour fournir un relevé individualisé à chacun des praticiens. Il aura fallu beaucoup plus de temps que prévu. C'est ce qui fait qu'on a commencé le dispositif tard et ça explique aujourd'hui le retard. Voilà. Donc chacun aujourd'hui des praticiens qui est concerné, qui sont en secteur 2 ou en secteur 1, doit regarder en son âme et conscience, faire des calculs. Et les médecins ne sont pas toujours des très bons comptables. Et ça, c'est autre chose. Et au regard de leur propre situation, ils choisissent ou ils ne choisissent pas de rentrer dans ce secteur. Nous, on pense qu'une grande partie a intérêt à opter pour ce dispositif. Didier Leget, vous avez, avant d'entrer sur le débat qui nous concerne aujourd'hui, mais je pense que c'était important peut-être de connaître les positions de chacun. Donc, avant de parler des synergies entre les médecins et les établissements, vous n'en pouviez plus d'hocher la tête. Donc, en gros, en quelques mots, sur quel point est-ce que ça achoppe avec... vous n'avez pas signé, je rappelle, cet avenant numéro 8, donc quels sont les points qui vous dérangent ? Alors, Michel a fait une synthèse très rapide et très politique des choses. Moi, je suis plus pragmatique. Je vais répondre rapidement à ce que vous souhaitez. Premièrement, quand Michel nous dit que le contrat d'accès aux soins intéresse tous les médecins, c'est pas vrai. C'est uniquement les 30 000 médecins de secteur 2 qui ont cette possibilité et les quelques médecins anciens chefs. Et c'est sur ce seul point où on en rejoint Michel Chassan, c'est-à-dire que les anciens chefs de clinique bloqués en secteur 1 peuvent choisir le contrat d'accès aux soins. Mais il est réservé aux médecins de secteur 2, petits dépasseurs. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de dépasser de 100%. Ils ont l'obligation de rester au taux de dépassement qui était le leur avant la rentrée dans le contrat d'accès aux soins. Donc ils ne peuvent pas monter à 100%. La deuxième chose, quand Michel nous dit que ça ne touche pas les médecins de secteur 2, c'est faux. C'est faux, complètement faux. Les médecins de secteur 2 sont, je dirais, vont en prendre plein la gueule pour deux raisons. La première, il est écrit clairement que le taux de dépassement qui servira de référence, c'est 150% en moyenne, éventuellement par acte, éventuellement déclinable par région, par spécialité et par secteur. Donc on balkanise la profession et on explose les spécialités par territoire de santé. La deuxième raison, c'est que ces 150% seront éventuellement déclinables par acte et par moyenne et par patient. Certains d'entre nous, un grand nombre, peuvent dépasser de 200%, 250% en fonction du patient qui est devant nous, éventuellement de sa complémentaire de santé, éventuellement de la difficulté d'intervention, éventuellement de l'innovation thérapeutique. Donc ils n'auront plus le droit. La troisième chose, et c'est là où nous on s'est arc-bouté violemment, l'UNOCAM s'engage à rien. Uniquement si l'UNOCAM obtient les 30% de signataires, au départ c'était 50%, donc 15 000 médecins de secteur 2, ils ont demandé 30%, et
Van Rockeghem a annoncé ce matin qu'il y aura un délai jusqu'à fin septembre pour enregistrer les autres. Je termine très vite. Qui est ce monsieur? Monsieur Frédéric Van Rockeghem, c'est le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, président de l'UNOCAM aujourd'hui. Donc, de l'UNCAM, pardon. Et donc, qu'ont obtenu les complémentaires santé? Elles ont obtenu, que les dépassements d'honoraires sont plafonnés à 150%. 2, elles ont obtenu qu'elles s'engageraient à rembourser plus les dépassements d'honoraires dans le cadre du contrat d'accès aux soins que les secteurs 2. Donc elles vont en gros se désengager, comme elles l'ont fait lorsqu'on a mis en place les contrats responsables en 2005, elles vont se désengager du remboursement des médecins de secteur 2 hors contrat d'accès aux soins. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est 800 millions d'euros de remboursés sur 2,3 milliards. Enfin, et dernière chose, les médecins de secteur 2, qui ont donc l'interdiction de majorer leurs tarifs sur les 3 ans qui viennent, puisqu'ils doivent rester au taux qui était le leur en 2012, vont devoir prendre en charge 5 millions de personnes de plus en tarifs opposables. C'est les ACS. C'est-à-dire qu'il y avait dans le pays avant les AME, étrangers en situation irrégulière en soins gratuits, les CMU complémentaires, que nos entreprises libérales prennent aux tarifs opposables, 7 millions de personnes. On rajoute à ça, et c'est là où c'est incroyable, on nous rajoute 5 millions de personnes de plus, qu'on appelle les ACS, à qui l'État, dans sa grande générosité, va donner une mutuelle. Eh bien, 5 millions de personnes à qui on offre une mutuelle, ça fait 1,5 milliard à 2 milliards d'euros, soit la totalité de nos dépassements d'honoraires. Donc il y a une espèce de contrat de dupe. Cet accord qui a été passé l'avenant 8 va obliger les médecins de secteur 2 de prendre maintenant 12 millions de personnes aux tarifs opposables, avec interdiction de majorer les dépassements d'honoraires sur les autres, donc de pouvoir adapter l'offre et la demande et de sauver leur entreprise chirurgicale. Dernière chose, et j'ai fini, on nous a réunis en juillet pour nous dire qu'il y avait en France 280 médecins qui étaient en pratique tarifaire excessive. M. Van Rockeghem a dit ce matin qu'il y avait 1500 chirurgiens qui allaient recevoir un courrier parce qu'ils sont déjà en pratique tarifaire excessive. Nouveau contrat de dupe. On nous dit 280 en juillet, il y en a déjà 1500 aujourd'hui qui vont recevoir des courriers de remise en question. Donc on se fout de notre gueule. Comme depuis la première convention nationale 1960, on se moque de nous. Les augmentations tarifaires n'ont pas existé alors qu'elles étaient promises en 2005. Elles n'ont pas existé avant. Et je rappellerai à Michel quand même que la convention de 2005, 0 valorisation du tarif opposable. Convention de 2011, 0% de valorisation du tarif opposable, excepté, comme dans l'avenant 8, une majoration bien légitime, mais qui n'a rien à voir avec le secteur 2, qui est la majoration pour les médecins généralistes, avec des C2, majoration de 5 €, personnes âgées, etc., mais qui n'a rien à voir avec les dépassements excessifs. Merci Didier Leget. Alors, Roger Rua, avant de passer la parole à Martine Aoustin, Roger Rua, si vous voulez bien passer un micro à Roger Rua. Donc vous, votre syndicat, le SML, a bien signé cet avenant. En revanche, ce n'était pas vous qui l'avez signé, c'était l'ancien président. J'ai bien compris, le syndicat a changé de position, en tout cas a changé de président pour cette raison, ou qu'est-ce qui s'est passé exactement chez vous? On peut toujours interpréter les changements comme on le veut. Effectivement, vous nous donnez votre lecture, en tout cas. Le changement de président a eu lieu après la signature de l'accord. Donc on peut estimer que peut-être le changement de président était dû à ça. Non. Moi, je voudrais surtout dire que c'est la méthode qui nous a, au SML en tout cas, fortement déplu. Cette méthode de négociation. C'est-à-dire qu'on prend les médecins, on les stigmatise dans l'opinion publique pendant des mois et des mois. On accuse les médecins libéraux de tout. Dès qu'il y a des prescriptions litigieuses, douteuses, c'est la faute aux médecins libéraux. Quand il y a trop de population qui utilise les urgences hospitalières et les engorge, c'est la faute aux médecins libéraux. J'en passe, c'est les meilleurs. C'est toujours la faute aux médecins libéraux. Donc nous, on dit stop, arrêtez de stigmatiser les médecins libéraux. Alors cette méthode de négociation, où on prend les syndicats en otage, en garde à vue, et on les fait signer le lendemain matin avec des coups de téléphone de ministre, alors que tout le monde s'était séparé, ça c'est inacceptable, et moi je n'accepterai plus de négocier dans ces conditions-là. C'est terminé. Donc à partir de là, notre syndicat s'est vu avec un accord signé, dont nous n'avions pas, et on voit aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, l'accord a été signé le 25 octobre, et encore aujourd'hui, on se pose des questions sur les modalités d'application, notamment avec l'UNOCAM, les incitations ou pas les incitations. Donc, il a fallu plusieurs semaines et plusieurs mois pour découvrir un petit peu l'intégralité de cet accord, qui est un véritable changement dans la Convention. Ce n'est pas un simple avenant. D'habitude, un avenant ne fait que préciser certaines notions dans la Convention. Là, il s'agit de quelque chose qui a profondément modifié le rapport des médecins avec la Convention, notamment
les praticiens qui exercent en MCO, du fait qu'ils sont souvent en secteur 2, et que là, on a mis un gros coup de canif dans le contrat conventionnel où on est libre au départ. La dernière convention de 2011, on était libre de rester en secteur 2 en prenant ses responsabilités, en payant ses charges et en prenant ses responsabilités devant ses patients, en assumant les compléments d'honoraires. Et là, brutalement, on nous dit c'est fini. C'est fini, maintenant on vous met un repère à 150%, on va vous créer un enclos où on va vous mettre pendant quelques temps, avec des honoraires qui vont être, certes, majorés jusqu'à 100%, mais les mutuelles n'ont jamais dit qu'elles prendraient en charge le dépassement, hein, le reste à charge. C'est pas évident aujourd'hui, hein. Moi j'aimerais bien qu'elles l'écrivent si c'était le cas. Donc on a véritablement changé le contrat conventionnel, c'est ça qui est important, et on n'a pas eu le temps de se décider. Alors SML, moi, une fois que les adhérents ont pris conscience, ont pris conscience de cet accord, ils ont commencé à râler. Et donc, il y a eu mon élection, et j'ai promis lors de mon élection qu'on ferait une assemblée générale totalement dédiée à cet avenant numéro 8 pour le prendre point par point et l'examiner point par point. Et il se trouve que c'est ce qu'on a fait, et que le SML a rejeté. Alors, juridiquement, on n'a pas pu effacer la signature, bien entendu, mais on a rejeté cet avenant parce que, entre-temps, et Michel sera d'accord, parce qu'on était en CPN tous les deux, quand on a appris que les modalités, hypothétiques de sanctions que le directeur voulait appliquer n'étaient pas du tout celles qui avaient été évoquées lors des négociations. Donc, petit coup de canif, là aussi, dans le contrat et dans l'accord. Bon, voilà, ce sont principalement ces raisons qui nous ont fait rejeter cet avenant. Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus qu'un seul objectif, enfin, le SML n'a plus qu'un seul objectif, parce que maintenant, il y a un ras-le-bol de se faire stigmatiser dans l'opinion publique, de se faire accuser de tous les maux. Le secteur, l'exercice libéral, dans son intégralité, est en danger. Pas simplement le secteur 2, pas le contrat d'accès aux soins, pas le secteur 1, l'ensemble. Et donc, nous, on va axer notre défense sur la défense de l'exercice libéral dans son intégralité, parce que la stratégie nationale de santé, qui va bientôt apparaître et qui va nous être imposée, les menaces du PLFSS 14 2014 qui vont nous être opposées aussi pour faire pression sur les négociations qui doivent encore avoir lieu à la caisse d'assurance maladie, eh bien stop. Stop, c'est fini. Nous, les contraintes, les menaces, c'est terminé. On négocie. On l'a dit tout à l'heure, une négociation, c'est un compromis. J'aime pas le mot compromis parce qu'il y a le mot compromission qui peut arriver. C'est un accord entre deux parties. Chacun fait une partie du chemin, mais ça ne sera plus sous la contrainte, ni avec un revolver sous la tempe. Voilà ce que... Martine Aoustin. Oui, alors vous avez entendu évoquer les sujets de la négociation du contenu de l'avenant numéro 8. Il n'a échappé à personne que DG d'ARS, nous n'avons pas à traiter de la négociation conventionnelle. Et donc, même si on participait à un groupe de travail, mais inversement, moi, ce que je pense, et je vais me permettre de vous donner mon avis sur l'impact de cet avenant numéro 8 et peut-être anticiper un tout petit peu les questions ultérieures, mais je rendrai le micro très vite, pour vous dire qu'est-ce que ça signifie, en fait, les dépassements d'honoraires, et donc, entre nous, que règle ou que pourrait régler l'avenant numéro 8 lorsque je regarde les sujets qui s'opposent à nous, qui s'imposent à nous. Le premier, c'est ça permet, malgré tout, de régler le sujet des dépassements excessifs. Et je suis claire, dans le public comme dans le privé. C'est-à-dire que ça le règle d'une manière différente. Il était censé être réglé antérieurement par des sujets qui étaient des sujets Conseil de l'ordre, etc. On voit que, sans doute, aujourd'hui, on pourrait prendre ce sujet de manière plus efficace, si je puis m'exprimer ainsi, car il existe, et personne ne le conteste, des dépassements que vous avez jugés, monsieur, abusifs, que je dirais excessifs, en reprenant même les termes de l'avenant numéro 8 que vous avez, pour certains d'entre vous, signé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement en partie traiter ce sujet, je répète, dans le public comme dans le privé. Deuxième point, nous avons mis en place dans nos régions la démocratie sanitaire, elle est mise en place au niveau national, les usagers sont dans toutes nos réunions. Et je dois vous dire que
le sujet du dépassement d'honoraires est un sujet qui est régulièrement repris par l'ensemble des usagers. Ça veut dire que le message que vous évoquez, qui est le sujet du sous-financement, etc., bref, tout ce qui accompagne la justification du dépassement d'honoraires, sur lequel je ne me prononce pas, n'est pas compris par nos concitoyens et n'est pas compris au sens où il faudrait, me semble-t-il, trouver peut-être des solutions et pourquoi pas un certain nombre de points qui parlent plus sans doute aux oreilles de nos concitoyens, et j'entends contrat d'accès aux soins, j'entends un certain nombre de sujets, parce que dans notre région, où la précarité est particulièrement importante, eh bien, je pense que nous avons aujourd'hui des difficultés d'accès aux soins dont un grand nombre, sont liées au dépassement d'honoraires. Et il faudrait voir également, puisque nous sommes ici dans une réunion de la FHP, eh bien, il faudrait se poser la question de savoir quel est l'impact, mais je crois que c'est le deuxième temps de notre propos, quel est l'impact, effectivement, des dépassements d'honoraires, de l'incompréhension d'un certain nombre de nos concitoyens, je le répète, et également de l'absence d'accès à l'égard des établissements privés liés au fait que nous avons des dépassements d'honoraires. Donc, trouver des solutions qui les modulent, qui les modèrent, trouver des solutions qui fassent en sorte que peut-être ce soit par un autre moyen, c'est-à-dire que, j'entendais tout à l'heure et je partage en partie cet avis, que peut-être on revalorise un certain nombre d'actes lorsqu'il serait justifié de le faire, et nous évoquons assez souvent le sujet des coûts, et je crois qu'en fin de compte, il y a des sujets à prendre en compte, peut-être pas celui du dépassement qui, encore une fois, n'est pas compris. Il faudrait faire un minimum de pédagogie dans ce domaine si vous voulez être entendu. Alors, Martine Aoustin, peut-être une question concernant ces dépassements. Alors, on dit 280 praticiens qui abusent l'an dernier, 1500 aujourd'hui. À l'échelle d'une région comme la nôtre, est-ce que vous avez une idée du nombre de médecins qui sont en surdépassement de ces honoraires ? Alors, je vais vous dire, je ne vais pas répondre à votre question parce que ce qu'il faut faire... Vous avez l'honnêteté de l'avouer. C'est bien. Comment ? Vous avez l'honnêteté de l'avouer. Non, je ne réponds pas à votre question parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas jeter l'opprobre en disant « Oh là là, il y a X% de praticiens qui ont des dépassements excessifs ». Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'intervenir auprès de ceux qui ont des dépassements qui sont les plus excessifs et de leur dire « Est-ce que vous souhaitez maintenir cette attitude, oui ou non, et est-ce qu'en fin de compte, on peut s'engager, et je crois qu'en fait, il faut le faire, dans le traitement qui est celui de l'avenant numéro 8, qui leur permet malgré tout de revenir à des procédés qui sont des procédés beaucoup moins excessifs. Donc en fait, commençons par le haut des sujets. Et je vois qu'on opine du chef à mes côtés. Clairement, je veux dire, je n'évoque pas forcément le secteur privé. Il y a également dans le secteur public des dépassements excessifs. Et je suis satisfaite que justement cet avenant numéro 8 s'adresse à l'ensemble des professionnels qui sont aujourd'hui dans le cadre d'un dépassement, ou si je dis des erreurs, vous me reprendrez, qu'ils soient publics ou privés. Et je pense qu'il faut commencer par ceux qui sont tout en haut de l'échelle et se poser la question de faut-il ou ne faut-il pas maintenir ces éléments-là. Est-ce que, comme le défendent un certain nombre d'entre eux, le travail d'équipe et le seul fait que l'un d'entre eux serait en situation de donner des soins à un taux moins excessif justifie que lui-même reste à un taux particulièrement excessif. Michel Chassan, vous souhaitiez... J'approuve beaucoup de ce qui vient d'être dit. Simplement, trois précisions supplémentaires. La première, c'est que, et Martine Aoustin l'a très bien dit, on a une stigmatisation qui est chronique de la part des médias, de la part de l'opinion publique, à laquelle il nous faut répondre. Et il nous faut répondre de façon adroite, et pas de façon maladroite. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a encore une étude qui vient de sortir, UFC Que Choisir, etc., créant des observatoires sur les pratiques tarifaires, etc. C'est sans arrêt. Et ça ne s'arrêtera pas.
Et ça n'est pas en disant que ce qu'il dit, c'est injustifié, que c'est pas crédible, etc., qu'on va y arriver. Il est urgent de temporiser ce problème. Et l'avenant numéro 8 est de nature à temporiser. Si, comme je le pense, comme j'en suis certain, une fraction non négligeable de praticiens du secteur 2 regarde bien les choses de près, accepte de s'engager dans cette dynamique-là, les choses changeront. On pourra faire évoluer les mentalités. Deuxième élément, une profession qui ne se régule pas par elle-même est une profession qui est foutue. Si les médecins n'acceptent pas le principe qu'un certain nombre d'entre eux se comportent mal et qu'ils méritent d'être sanctionnés pour pas que l'ensemble du corps médical en subisse les conséquences, eh bien, il faut que les médecins prennent leurs responsabilités. Certains acceptent de prendre les responsabilités, dont notre syndicat, et nous en sommes fiers. Ce n'est pas pour ça que c'est facile. Mais il faut le faire, parce que la nature a horreur du vide. Si nous ne le faisons pas, il y en a d'autres qui le feront à notre place. Et ils le feront à la hache. Croyez-moi, ils ne le feront pas dans la dentelle. Troisième élément, nous avons permis, grâce à cet avenant numéro 8, de reprendre la main. C'est-à-dire que le corps professionnel médical a la main. Il ne peut pas y avoir de sanctions prononcées s'il n'y a pas d'avis positif majoritaire de la CPAN, c'est-à-dire du corps médical. Le directeur n'a pas le pouvoir de sanction. Mais ce n'est pas pour autant qu'on sanctionnera personne. Je le dis très clairement. Un corps médical qui ne se protège pas et qui n'institue pas en son sein, c'est peut-être une des carences du Conseil de l'ordre, parce que c'était certainement, et c'est une mission du Conseil de l'ordre, à laquelle il a failli. Je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, il faut que nous reprenions la main. J'ai fini. Troisième ou quatrième sujet. Il y a un certain nombre d'inexactitudes sur lesquelles je ne vais pas développer, qui ont été dites. Premièrement. Bon, après je veux dire, vous rentrez dans un débat peut-être intersyndical. C'est faux. Ne dis pas que les honoraires majorés de 5 € vont concerner uniquement les généralistes, puisqu'ils concernent tous les praticiens. Et les chirurgiens, comme les autres, font des consultations. D'accord ? Ils ont même une part prépondérante d'activité en consultation. Ils ne pratiquent pas suffisamment le C2, c'est-à-dire l'activité de consultant. Et quand ils sont hospitaliers universitaires, ils ne font pas suffisamment le C3. Je l'ai encore vérifié. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais surtout parce qu'ils ne connaissent pas la nomenclature. Il y a une méconnaissance de la nomenclature qui est assez impressionnante. Mais non, mais il faut dire ça. La CMU et la CS, attention, ce sont des sujets extrêmement sensibles. Et ça n'a rien à voir avec l'avenant numéro 8. L'avenant numéro 8 a permis simplement... Non, mais tu l'as dit quand même tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'avenant numéro 8. On est là sur les phénomènes de société. Eh bien, l'avenant numéro 8 a permis simplement aux médecins, lorsqu'ils sont signés le contrat et qu'ils pratiquent des honoraires opposables pour les CMU et les ACS, c'est d'avoir une prise en charge pour leur cotisation sociale. C'est donc une avancée sociale pour les médecins qui font du social. Alors, on peut être contre tout. On peut dire, de toute façon, comme mon voisin de gauche vient de dire, je l'aime bien, Roger, ce n'est pas le sujet. Mais je veux dire, c'est vrai que la faute est toujours en face. Mais vous ne contractualisez de toute façon qu'avec des gens qui sont en pouvoir de signature. Qui aujourd'hui est le pouvoir de signature? C'est les caisses d'assurance maladie. Alors vous pouvez dire de toute façon ils sont inaptes à signer, mais vous signerez avec personne. Ça veut dire que ça va se passer sans vous, et ça veut dire qu'on décrétera, on aura des arrêtés, on aura le Parlement qui adoptera, et les médecins suiviront. Eh bien nous, ce n'est pas comme ça qu'on entrevoit nos relations avec le public notamment, parce que derrière tout ça, il y a des patients qu'on soigne tous les jours. Oui. Je comprends vos oppositions. Mais ce n'est pas des oppositions. Oui, des désaccords, appelons ça comme on veut. Didier Leget, donc, vous parliez tout à l'heure en sous-main, en fait, vous réclamiez à ce qu'on revalorise finalement l'acte. Parce que c'est pas, justement parce que ce n'est pas compris de l'opinion publique, le complément d'honoraires, le dépassement d'honoraires, appelons-le comme on veut. Est-ce que vous pensez quand même pas qu'à un moment donné, ces dépassements nuisent également à l'image des établissements dans lesquels vous pratiquez? C'est ça, au fond, qui intéresse aujourd'hui les patrons de la FHP. Ce que je voulais répondre à Mme Aoustin, c'est que d'abord, il y a la philosophie de ce que l'on ressent tous, avec quelques confrères qui ponctuellement, ici et là, vont dépasser. En tant que vice-président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, on a eu quelques procédures, quelques courriers. La loi HPST, la loi Kouchner avait permis d'ailleurs récemment encore que des associations de patients puissent porter plainte à l'Ordre.
Alors en pratique, quand on creuse les plaintes et les procédures de tarifs abusifs, on se rend compte que souvent les patients étaient informés des dépassements d'honoraires, que face à eux, et Frédéric Van Ruggen l'a reconnu, il y a une offre de soins en tarif opposable sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'on attaque les libéraux comme s'il n'y avait pas d'hôpital public. Mais quand on nous parle aujourd'hui des dépassements d'honoraires à Paris, on nous dit que les chirurgiens prennent en moyenne 130 € de dépassement d'honoraires par acte chirurgical. C'est inadmissible. N'empêche qu'à Paris, la mutuelle moyenne des Parisiens, c'est 1 000 € par an. Donc par rapport à l'acte chirurgical à 130 € de dépassement, c'est rien. Et puis à Paris, il y a une offre de soins alternative à l'hôpital public. On n'oblige pas les patients à venir en privé pour consulter. Alors qu'il y ait eu des défauts sur l'information des patients, des défauts d'affichage en salle d'attente, des défauts de procédure de prélèvement d'honoraires, y compris des enveloppes en dessous de table, c'est inacceptable et l'Ordre les a toujours sanctionnés. Alors, pour continuer. Vous comprenez qu'il y a une question culturelle. Oui, mais la culturelle, c'est que les médecins libéraux de ce pays ont face à eux l'UNOCAM. 42 milliards € de chiffre d'affaires contre 400 millions € de dépassement d'honoraires. 1 an de complémentaire santé, c'est 1 siècle de dépassement des chirurgiens. Je vous mets en garde. Les chirurgiens que je représente aujourd'hui, c'est 1 spécialiste pour 100 000 habitants. On a vu tout à l'heure 3 obstétriciens qui prennent la garde à 365 jours par an. Vous savez ce que c'est? 24 heures d'affilée tous les 3 jours. Donc on a des médecins libéraux qui consacrent toute leur énergie à sauver, à accompagner la population, et derrière on les stigmatise. Et je termine par ce qu'a dit M. Frédéric Van Ruggen, et on était tous d'accord ici. Il a dit on va faire un état des lieux des dépassements d'honoraires. Et on a eu la surprise de constater quoi? D'abord que plus de 50% de nos actes sont au tarif opposable. Donc si on extrapole, plus de 30 millions de personnes sont soignées au tarif opposable. On est loin des CMU auxquels on prend un dépassement. Deuxièmement, sur les actes chirurgicaux, c'est maximum 50% de dépassement. C'est-à-dire que maximum 50%, c'est-à-dire 35 € la consultation. Et enfin, ce que nous avons demandé à l'UNOCAM, et Michel était présent quand j'ai demandé à l'UNOCAM, on demande aux médecins, dans l'avenant 8, de bloquer leurs tarifs pendant 3 ans. Bloquer leurs tarifs pendant 3 ans. J'ai dit à l'UNOCAM, engagez-vous, vous, complémentaires santé, à bloquer vos tarifs pendant 3 ans. Ils augmentent chaque année les prix des prélèvements des complémentaires santé de 10% par an. Alors, mais concernant l'image des établissements, parce que c'est aussi la question. Généralement, les patients associent le dépassement d'honoraires. On n'oblige personne à venir nous voir. On a vu tout à l'heure une clinique dans un secteur difficile. La clinique dans un secteur difficile a démontré quoi? Qu'en obstétrique en particulier, on prend en charge, de façon tout à fait correcte, des populations défavorisées. Et un très grand nombre d'entre nous prennent en charge des patients CMU, en particulier en cancérologie, dans de bonnes conditions. D'accord? Moyennant quoi, ces reportages-là, je vous défie de les passer sur une télévision à un moment d'écoute important. On avait fait un reportage sur les dépassements d'honoraires pour critiquer l'évolution de nos tarifs. Je vous rappelle que la consultation d'un spécialiste, à la fin des années 90, en 1997, c'était 22 € et quelques. Aujourd'hui, on est à 23. Pour ceux qui sont en secteur 1, on est à 28. Donc on n'a quasiment pas bougé. Aucun professionnel libéral de ce pays ne peut travailler au même tarif qu'en 1995. Eh bien, ce reportage qu'on a vu tout à l'heure, d'autres reportages, quand on veut les passer sur les chaînes de télévision, ça ne passe pas. Par contre, vous avez Cerise qui a mis 150 000 € de publicité au départ. Vous avez MMA et les autres qui payent de la pub sur les grands espaces. Donc on n'arrive pas à communiquer auprès des gens. Quelques chiffres. Le dépassement d'honoraires en chirurgie, c'est 400 millions d'euros. Ça fait moins d'1 € par habitant et par mois. C'est-à-dire 6 € par habitant. 6 € par habitant. Et les complémentaires santé, c'est 800 € par habitant. Et l'avenant 8, c'est 2 milliards d'euros de cadeaux aux complémentaires santé. Et là-dessus, on était tous d'accord. On voulait que les complémentaires s'engagent. Elles se sont engagées à rien du tout. Et elles n'auront même pas l'obligation de communiquer leur compte cette année. C'est un contrat de dupe. On a bien compris les positions des uns et des autres. J'imagine que, parce que tout à l'heure, à la pause déjeuner, tout le monde m'a un peu interpellé en me disant tu vas voir cet après-midi à l'avenant 8. Donc tout le monde a sans doute une réflexion à faire partager sur la question de ces compléments d'honoraires et l'avenir et les synergies avec les établissements. Si vous pouviez, si certains dirigeants de cliniques veulent bien témoigner pour nourrir la réflexion de chacun. Lamine Garbi. Pendant qu'il descend, je me permettrai une remarque, excusez-moi, sur le secteur 2. Je vous rappelle quand même que l'avenant numéro 8 sur le secteur 2, Michel, c'est pas fair play. J'ai donné la parole à un grand moment. C'est pas fair play parce qu'en plus, c'est pas fair play parce que Roger Rua n'a pas parlé non plus et Martine Aoustin. Allez, je me tais, mais j'interviens tout à l'heure. Voilà. Tu as pris un long temps de parole, Michel, en introduction. J'avais une réflexion sur les dépassements excessifs. Effectivement,
ils sont stigmatisés, c'est 1% des médecins, donc c'est choquant de stigmatiser ces médecins, c'est vraiment une marge, et donc on ne devrait même pas en parler. En revanche, c'est vrai que le but de la ministre d'encadrer et de faciliter l'accès aux soins de nos concitoyens sur nos amis médecins privés, ben, il y a le public aussi. Et j'ai pas trop compris le rapport Laurent, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui fait état que peut-être que dans le public, ils n'ont pas les mêmes malades, ils sont peut-être beaucoup plus compliqués, il faut plus réfléchir, et donc ils peuvent avoir des dépassements non encadrés. Peut-être que je résume, peut-être que j'ai pas compris, mais je trouve que c'est un peu choquant. Tu as très bien compris. Tu as très très bien compris. Si je me permets, Oui, parce que puis la parole à Roger Rua après. c'est un sujet hyper important qui vient d'être abordé par la mine et qui a été dit tout à l'heure par Martine. C'est que ça n'a de sens tout ça que si c'est équitable. Et que si c'est équitable et que tout le monde est concerné à la même enseigne. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est clair. Donc, moi, j'ai reçu la visite il n'y a pas longtemps, je ne vous dirai pas de qui, peu importe, mais de représentants du monde hospitalier, venant me dire qu'effectivement, le rapport Laurent était extraordinaire dans la mesure où, enfin, il posait les jalons du fait que les mêmes malades n'étaient pas suivis en clinique privée et à l'hôpital public. Que les compétences n'étaient pas les mêmes entre l'hôpital public et les cliniques. Et que donc, ceux de l'hôpital, en plus, travaillaient moins qu'en clinique. Et donc, tout ça justifiait qu'il y ait une rémunération bien supérieure. Bien. Alors, expliquer naturellement tout ce que je pensais et tout le mal que je pensais de cette affaire. Mais il est clair que dans l'avenant numéro 8, tout le monde sera logé strictement à la même enseigne. Et je peux t'assurer, je prends l'engagement pour tout le monde aujourd'hui, que tous les dossiers qui passeront dans les commissions conventionnelles, qui émanent de praticiens hospitalo-universitaires, fussent-ils connus, seront traités de la même façon que ceux des praticiens ordinaires, des cliniques ordinaires. Sinon, eh bien, le système n'a aucun sens. Et je crois comprendre, et je crois savoir, on verra, puisqu'en attendant qu'il se prononce officiellement, que la ministre est plutôt sur cette longueur d'onde-là. Et je crois savoir aussi que les caisses d'assurance maladie également, mais attendons qu'elle se prononce. Toujours est-il que le contenu de l'avenant numéro 8 n'est sans ambiguïté à ce niveau-là. Roger Rua, est-ce que vous croyez comprendre la même chose? Pas du tout. Pourquoi je disais ça tout à l'heure que c'est... Vous avez un écho là-bas, à la table de droite. Vous avez entendu ? À gauche. Bon. Non, pas du tout. D'abord, si c'était un avenant numéro 8, un accord historique, j'ai entendu dire ça, pourquoi aujourd'hui, enfin, il y a eu une commission Laurent. On vient de dire qu'il fallait une équité, je suis tout à fait d'accord. Il faut une équité, mais non, on n'aurait même pas dû se poser la question. C'est pas pour ça le rapport Laurent. Si, c'est pour appliquer l'avenant numéro 8. C'était pour le problème du paiement des honoraires en secteur privé. Mais si. C'est pour adapter les sanctions aux hospitaliers. Et les hospitaliers publics n'auront jamais les mêmes sanctions que dans le privé. Ça, alors là, je ma main coupée. J'ai été 25 ans mi-temps hospitalier à PHP de Paris. Je connais le milieu. Donc ça, on ne me fera pas deux fois la deuxième chose. Deuxièmement, si c'était un si bon accord que ça, pourquoi est-ce que ces jours-ci, les associations de patients reviennent encore sur les dépassements, disant qu'il y a toujours des dépassements? Pourquoi? Et il faudrait se poser la question aussi. Il y a Santé Claire, il y a des tas de réponses là aussi. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, parce que là, on nous a pris pour des imbéciles. Hein, ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, vous avez les compléments d'honoraires qui, on nous stigmatise à nouveau, et 150 000 fois dans la journée. Moi, j'ai été interrogé par les télés, les machins. Il faut arrêter ce genre de choses. Les compléments d'honoraires, on a eu des chiffres, mais enfin, c'est de quelques euros en moyenne. C'est de la folie. Quant aux Français, moi, je sais, hein, les Français, il faut qu'ils se prononcent, effectivement. Il faut que la représentation française se prononce. Est-ce qu'on veut investir comme on investit dans l'hôpital public, autant dans le secteur privé, exercice libéral? Parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et sans investissement, on n'y arrivera pas. Donc arrêtez de dire que les dépassements, arrêtons d'entendre dire que les dépassements, les compléments d'honoraires, sont un problème à l'accès financier. C'est pas du tout Nous avons en France la CMU, on a l'ACS, c'est pas un accès financier. Il y a un choix pour les gens, il y a quand même un choix suffisant sur tout le territoire français pour se faire soigner en France quand même. Martine Aoustin, vous ne partagez pas le constat? Non, je ne partage pas vraiment cet avis, parce que finalement, je disais tout à l'heure, quel est le ressenti de la population? Le ressenti de la population, c'est
on va, dans le monde libéral, on a des dépassements d'honoraires. Et si on va à l'hôpital, c'est gratuit. Et moi qui perpétuellement dis, mesurez vos accès aux urgences, faites le choix de la programmation, allez voir votre médecin de ville, vous serez mieux suivi, vous serez mieux... Mais si parallèlement, ces médecins ont des dépassements d'honoraires qui sont inabordables, ou du moins pour lesquels la population ne peut pas accéder, que ce soit vrai ou non vrai, on va avoir de plus en plus d'accès aux urgences et aux urgences publiques. Parce que dans l'esprit, mais attendez, les motifs ne sont pas les mêmes. Attendez, on a ici... Prenez le Attendez, le- Pas de monsieur, dépassement d'honoraires en j'entends, en urgence, attendant. Madame Alors, Augustin. On n'a pas le droit de monsieur, je dépassement sais bien, d'honoraires en c'est urgence. écrit dans la Convention depuis ben, fort portez longtemps, plainte et on perdra à c'est chaque même fois. écrit dans la loi. Eh ben Donc, alors. je sais que vous ne le faites pas. Il n'empêche que je parle de cette région. Nous avons traité le sujet de la permanence des soins en établissement de santé dans cette région, et je dois vous dire qu'un certain nombre de professionnels n'ont pas voulu signer le cahier des charges que nous leur avons fourni, précisant notamment, indépendamment de la difficulté de faire des gardes et des astreintes, précisant notamment qu'il n'y avait pas de dépassement, et nous avons dans un certain nombre de cas, et même dans une grande majorité de cas, nous n'avons pas de PDSES dans les établissements privés du Pardon. fait de la non-signature de ce PDSES, cahier des pardon. charges. PDSES. De permanence des soins, tout le monde ici Établissement. a compris. Et donc, en fait, je pense que cela a du sens, monsieur. Cela a du sens, les dépassements d'honoraires. Je vous rappelle que l'hôpital public a 40% de ses entrées grâce à ses urgences. Et que si, effectivement, nous ne pouvons pas maintenir des urgences dans le secteur privé, alors ne nous plaignons pas qu'il y ait moins d'accès, effectivement, au travers des urgences, à l'hospitalisation privée. Et si nous nous limitons, monsieur, à l'hospitalisation programmée, et si nous limitons également au fait que ces patients puissent honorer non seulement l'accès à l'établissement, en plus les suppléments d'honoraires, alors ne nous plaignons pas que l'hospitalisation privée aujourd'hui est en difficulté, car c'est comme ça que ça va se passer pour L'hospitalisation l'avenir. privée travaille énormément avec des tarifs qui sont obsolètes. Nos établissements privés travaillent énormément avec des tarifs qui sont obsolètes. La PDSES Mais monsieur, a été l'un valorisée en n'empêche pas 2005 à 150 €, devait être revalorisée. Ça fait maintenant 8 ans qu'elle est payée le même tarif. Eh bien, monsieur, nous disons la même chose, c'est-à-dire que d'accord. si nous Revaloriser et on attendons pourra faire. encore 8 ans que le sujet soit réglé en termes de tarifs, eh bien, nous n'en serons pas là. pas pour Nous autant qu'on n'aurons va pas cesser à réglé la servir. situation. Pardon. Mais Didier, bien sûr qu'il faut revaloriser, on est bien Pardon, d'accord. Tu as déjà pardon, entendu monsieur. parler d'un Ondam Oui, alors c'est écrit dans Tu l'avenant connais 8 ça. d'ailleurs. Tu as Pardon, vu, dans monsieur. l'avenant Oui, 8, bah il oui. est écrit, Mais oui, excusez-moi, mais attendons. que les revalorisations n'existeront que si l'équilibre économique du pays le permet ou que l'Ondam le permet. Oui, Donc mais- il n'y aura pas de revalorisation. Messieurs, Nous allons voir. pardonnez-moi, messieurs. Je vous en prie. J'ai entendu grommeler dans la salle tout à l'heure par rapport aux propos tenus par Madame Augustin. Donc, je voudrais aussi que la salle s'approprie le débat et pas qu'on le confine à cet espace certes douillet, mais néanmoins restreint. Oui, Un juste, représentant si vous un permettez, oui, Donc, donc je reprends le micro. Roland, du collectif interassociatif sur la santé. Donc, association de patients, on en a parlé tout à l'heure. Alors, nous, les usagers que nous rencontrons, on en rencontre beaucoup, évidemment, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un dépassement d'honoraires. Ils ne comprennent pas, ça les dépasse totalement. La démocratie sanitaire, ils en sont à des milliers de kilomètres. La commission Laurent, ils ne savent même pas ce que c'est. Il faut avoir, je crois, une communication plus simple, plus lissée. Pour que la communication passe bien, je ne vais pas vous en faire un cours, il faut que le message soit compréhensible par tous et le répéter souvent. Les gens, ça les dépasse. Est-ce qu'un dépassement d'honoraires de 5 € est excessif ou c'est 3 000 €? J'en ai rencontré, je vous assure, des patients qui ont payé plus de 3 000 € de dépassement d'honoraires. Il faut, je crois, alors expliquer, Madame Augustin l'a bien dit, tout à l'heure j'en ai parlé avec un médecin anesthésiste, il y a un défaut de communication pour justifier les dépassements d'honoraires. Je crois qu'il faut orienter vers ça. Peut-être que les ARS peuvent communiquer, que la FHP
peut-être aussi peut démarrer une communication vers les usagers pour justifier le dépassement d'honoraires. Le secteur 1 et le secteur 2, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas, ils en sont à des milliers de kilomètres. Je crois qu'il faut expliquer et communiquer, mais ça reste absolument insupportable pour le reste de la population. Si on attaque les maladies chroniques, il y a 28 millions de gens qui sont concernés par une maladie chronique. Et hélas, souvent, parmi ces gens-là, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils sont autour de 800, 900 euros par mois de revenus. Et s'ils ont des soins réguliers à faire liés à leur maladie, ils ne peuvent pas suivre. Il y a 37% d'usagers qui renoncent à des soins parce qu'ils n'accèdent pas financièrement chez un médecin. C'est un réel problème. Alors, Il y a quand même les ALD qui prennent en charge à 100% les maladies chroniques. Hein. Il n'y a pas des dépassements sur les maladies chroniques en permanence. J'aimerais juste compléter votre intervention. Premièrement, le reste à charge en France est le plus bas du monde après la Norvège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon Frédéric Vonderghem, il y a moins d'1 euro qui reste à charge pour les patients. Vous avez raison sur le fait qu'on ça reste une moyenne, hein, cela dit, pour Oui, pondérer. mais la France est le pays reste à charge le plus bas du monde. Nos concitoyens devraient aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et je reviens encore sur les complémentaires, monsieur. Ils ne comprennent rien sur nos dépassements d'honoraires, de même qu'ils ne comprennent rien sur les contrats qu'on leur vend. Et il y a des gens qui ont des 800 euros de revenus par mois, qui se retrouvent parfois avec des mutuelles de 100 ou 150 euros par mois. Donc vous avez raison sur ce point, à nous de communiquer mieux, mais à nous de leur expliquer que ce n'est pas tout à fait de notre faute si les honoraires ne bougent pas. J'aimerais revenir sur l'avenant 8, sur les dépassements d'honoraires. Pourquoi je dis que c'est anti-secteur 2 ? Je rappellerai juste à Michel, il répondra sur ce point. Il est écrit dans le texte que les médecins de secteur 2 vont devoir adapter leurs tarifs par rapport à la moyenne départementale de leur spécialité et revue chaque année. Dans la mesure où on va décapiter les gros dépasseurs, cette moyenne va faire que baisser, et donc les honoraires des secteurs 2, mathématiquement, vont baisser. 1200 Godjacro sous contrôle, Michel, au lieu de 200. De deux choses l'une. Soyons honnêtes dans le débat, Didier. De deux choses l'une. Où les dépassements excessifs sont le fruit et l'apanage, à mon avis, d'une très minorité de praticiens, et auquel cas, en termes de moyenne, ça n'a aucun impact, auquel cas, même si effectivement un ou deux dépasseurs dans le département de l'Hérault est concerné, ce n'est pas pour autant que ça va faire chuter la moyenne de dépassement dans l'Hérault. Ce n'est pas vraiment le sujet. Deuxième, moi je suis très sensible à ce qu'a dit monsieur. Écoutez bien ce qui est dit. Il faut entendre, parce que ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'on entend partout. Baladez-vous un petit peu sur les plateaux de télévision et ailleurs, et vous allez voir. Vous allez voir qu'on a le devoir de répondre à ce genre de choses. Et ce n'est pas par l'invective qu'on va gagner. Premièrement, en faisant la police chez nous, je le disais tout à l'heure. Et deuxièmement, en adoptant un cercle vertueux et montrer qu'on est capable de faire des efforts. Bien sûr que ce n'est pas la panacée d'avenant numéro 8. Bien sûr que le contrat d'accès aux soins ne va pas résoudre tout. On n'est pas complètement tombé de la lune pour le penser, évidemment. Mais c'est un premier pas. C'est de montrer qu'on a envie d'aller dans une autre direction. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde parce qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui ne sont pas potentiellement concernés. Mais les 2/3 des médecins qui sont en secteur 2 aujourd'hui, je discutais avec un praticien urologue tout à l'heure dans la voiture en venant. Eh bien, il a appris un certain nombre de choses parce qu'il était victime d'une désinformation. Il ne savait pas qu'effectivement, même pour son cas personnel, mais c'était plutôt intéressant de signer le contrat. Il va peut-être y regarder à 2 fois. Voilà, c'est ça le sujet. Appelle-moi, je ne sais pas où tu es. Eh bien oui, mais oui. Non, parce que Martine donc Aoustin. c'est à chacun à choisir. Martine Aoustin, vous. Oui, je voulais, j'allais dire, élargir un petit peu le débat sur l'impact d'une manière plus générale du dépassement d'honoraires dans la situation démographique des médecins dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, poser la question, mais la poser, je vous donnerai bien entendu mon avis sur ce point. Je pense que le fait d'avoir un dépassement d'honoraires introduit incontestablement un regard sur son activité qui, lorsque ces dépassements sont relativement importants, peut limiter cette activité et donc, de ce fait, majorer, bien entendu, la difficulté que nous avons en matière de démographie, puisque la démographie, ce n'est pas un sujet en soi, c'est l'activité que sont capables de fournir l'ensemble des professionnels qui sont aujourd'hui installés. Et puis, deuxième sujet,
vous savez que nous avons également, nous, pour souci de faire en sorte que les médecins s'installent également dans les zones qui sont les zones reculées, dans lesquelles le plus souvent les dépassements d'honoraires sont difficiles à mettre en œuvre. Vous pouvez me contredire, mais c'est malgré tout là que nous avons, d'une manière générale, soit les gens qui ne comprennent pas trop bien le sujet, soit les gens qui tout simplement sont des personnes âgées et donc souvent en difficulté pour financer des compléments d'honoraires. Et le fait de conserver des suppléments d'honoraires parfois importants fait qu'en fin de compte, et puisque nous avons fait le choix de ne pas obliger les médecins, et je partage ce choix, de ne pas obliger les médecins à s'installer dans tel ou tel endroit, eh bien cela signifie que nous maintenons un incitatif au fait que ces mêmes médecins s'installent en zones dans lesquelles ils peuvent faire des dépassements, et même des dépassements importants. Ça veut dire qu'on voit continuer à fleurir les installations dans les zones précises, dans les zones qui sont les zones dans lesquelles on peut continuer à faire des dépassements qui soient des dépassements importants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, même si vous me dites que ce n'est pas vrai sur le terrain, ça mériterait d'ailleurs d'être évalué de manière sans doute beaucoup plus fine que nous n'avons de résultats aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est potentiellement le risque que nous avons à maintenir effectivement des dépassements. Et moi, je partage tout à fait l'avis de Michel sur le sujet suivant. Si la profession ne se régule pas, si demain le problème de la démographie, si le problème de la poussée des associations d'usagers et de patients intervient, eh bien, je pense qu'en fin de compte, vous serez régulés d'une manière différente, avec une autorité, et que là, eh bien, il y aura effectivement de grandes difficultés. Et moi, je souhaite personnellement que la profession se régule, parce que je pense que c'est sans doute mieux comme cela que de l'avoir régulée de manière plus autoritaire. Je ne souhaite pas qu'on y parvienne. Je pense que l'autorité fait souvent, comment dirais-je, des dégâts collatéraux. Donc voilà. Je crois que vous avez aujourd'hui, ensemble, à faire en sorte que cela se passe dans de meilleures conditions qu'il n'existe aujourd'hui. Et je crois qu'il faut élargir le débat sur la réponse aux besoins de soins de nos concitoyens d'une manière plus générale. Et le dépassement d'honoraires en fait partie. Juste, si vous permettez, une dernière intervention. Oui, vous avez gardé le micro, pardon. Oui, pardon. Sur le ressenti qu'a parlé Madame Aoustin tout à l'heure, et le ressenti, nous, on réussit à le capter auprès des usagers. Les usagers, en général, ils pensent que lorsqu'il y a un dépassement d'honoraires, ça leur garantit un meilleur plateau technique. Ils pensent que ça leur garantit une meilleure prise en charge. Ils pensent souvent que ça leur garantit un meilleur suivi et un meilleur diagnostic. Ben non. En réalité, ils ont souvent un regard lucide là-dessus. Ils pensent que ça va directement sur le compte en banque du praticien. Alors c'est assez vertical comme analyse, mais c'est le ressenti que nous livrent les usagers. Ensuite, sur ce dépassement d'honoraires, ça dégrade une relation qu'on appelle la relation soignant-soigné. Le fossé se creuse. Nous, on le capte bien, ça, le contact qu'on a avec les usagers. Ils en ont marre, ils ont vraiment marre du dépassement d'honoraires, ils ne peuvent plus y accéder. On a parlé des retraités, il y a quand même, je ne sais pas combien, 2 millions ou 1,5 million de retraités à 800 € par mois. Pour accéder aux soins, c'est très compliqué aussi pour eux. Oui, j'aimerais vous répondre. Tout à l'heure, vous avez dit que 38 millions de Français refusaient l'accès aux soins ou décalaient. Je vous rappelle que le rapport de l'IGAS, il décale les soins pour les soins dentaires et les soins de lunettes, pas pour le reste, selon le rapport de l'IGAS. Sur la réflexion de Mme Aoustin, M. Frédéric Van Rockeghem, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, nous a démontré que dans les régions où l'offre de soins est peu répandue, dans les régions où les revenus de nos concitoyens sont faibles, les confrères dépassent entre 10 et 15%. Donc ce n'est pas vrai de dire que dans les régions défavorisées, les gens dépassent énormément. Les gros dépasseurs, entre guillemets, c'est Paris, Lyon, Marseille, la région Rhône-Alpes et la région PACA. Et dans ces régions-là, il y a toujours une offre de soins en secteur public. Toujours. Le risque de la réforme proposée là, c'est de décapiter ceux d'entre nous qui pratiquent des dépassements d'honoraires parfois à 200%, à 250%,
pour des raisons d'innovation technologique ou pour des raisons tout simplement de qualité de soins. Je vous rappelle qu'un cabinet médical, ça revient à 75 € de l'heure, que 2 consultations par heure, c'est de la qualité, mais on rentre 46 € et on a l'obligation de prendre en charge 12 millions de personnes qui ne payeront que 23 €. Et quand on est au bloc opératoire, c'est 125 € de l'heure le frais de fonctionnement. Quand vous enlevez un cancer du rein, 4 heures d'intervention, 125 € de l'heure, ça vous coûte 600. L'assurance maladie vous donne 400 €, vous perdez 200 €. La réalité, elle est là. Madame Aoustin et tous les autres nous montrent du doigt légitimement. Ce qu'il faut montrer du doigt, c'est l'assurance maladie et les complémentaires santé qui refusent de revaloriser nos tarifs depuis 30 ans. Roger Rua. Oui, moi je voulais dire simplement, est-ce que vous voulez être jeune, riche, un peu comme ça qu'il faut résumer la situation, parce qu'il y a un amalgame permanent là, sur les compléments d'honoraires, sur les accès aux soins, etc. On ne parle pas de la même chose à chaque fois. Quand on parle de l'accès aux soins, du premier accès aux soins, on va vers son généraliste. Il y a que 12% de médecins généralistes qui sont au secteur 2, qui dépassent, et ils sont concentrés sur la région parisienne. Donc sur l'immense majorité du territoire français, l'accès aux soins primaires est en tarif opposable, ou quand il y a un dépassement, il est minoritaire. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas accéder aux soins. Après, pour des soins de plus en plus techniques et qui se pratiquent effectivement en MCO, ça peut arriver qu'il y ait des dépassements, mais là aussi, on vous l'a dit, il y a l'investissement, le matériel, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, qui font que les tarifs opposables ne prennent plus en compte depuis une bonne vingtaine d'années, l'évolution technologique et l'évolution des charges des cabinets. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut expliquer. Et monsieur a raison, il y a un manque total de pédagogie de l'utilisation de notre système d'assurance maladie. En France, on utilise l'assurance maladie comme on veut. Chacun fait ce qu'il veut, il l'utilise comme on veut. On va à l'hôpital, on ne va pas à l'hôpital, on prend le généraliste, on ne prend pas le généraliste, on prend le spécialiste, on prend le spécialiste. C'est comme ça. Alors, simplement pour dire que cet avenant numéro 8 n'a rien résolu du tout, rien. La preuve, c'est que... Maintenant, vous pouvez le dire, parce que M. Chassan est parti. Donc... Mais oui, non, mais on ne peut pas parler quand il est là, quand même. Non, il n'a rien résolu, pourquoi? Ça lui sera répété quand même, hein, c'est pas grave. Non, mais il le sait. Et de toute façon, on a une autre réunion demain, je vais lui répéter aussi. Le problème du dépassement, c'est qu'aujourd'hui, les premières lettres qui sont arrivées, les lettres d'avertissement, moi, j'en reçois parce qu'évidemment, nos adhérents nous les renvoient. Et on voit quoi? Ce sont des praticiens qui dépassent de 121, 126%, 138%, au-dessous des 150%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins qu'on veut sanctionner, on essaye de pouvoir sanctionner, mais on s'y opposera, nous, les syndicats. Ça, il ne l'a pas dit, mais il le ferait aussi. On va quand même défendre nos adhérents et nos confrères qui seront injustement attaqués là-dessus. Ce sont des praticiens qui dépassent faiblement, qui sont attaqués aujourd'hui. Les gros dépasseurs, personne n'ose y toucher, personne n'ose y toucher. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous voulez être jeune, riche et beau? Tout le monde est d'accord. La théorie du complot, vraiment? Non, il n'y a pas de complot. Mais tout le monde est d'accord pour dire que des très gros dépasseurs qui dépassent de 1000%, des urologues hospitaliers à Cochin, on cite toujours cet exemple-là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le directeur de la caisse. Il nous donne toujours cet exemple-là. Mais oui, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que c'est jeté en pâture aux médias en permanence. Donc il faut arrêter de dire. L'immense majorité n'est pas dans ce cas. Personne ne dit rien parce qu'ils sont copains comme Cochin. Oui, c'est bien connu. Exactement, ils sont copains comme Cochin. On va passer peut-être la parole pour un dernier témoignage, une dernière interrogation avant de passer à la suite, peut-être. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à nouveau? Oui. Sur la droite. Moi, je voudrais savoir, Madame Aoustin... je vais juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Ah oui, Stanislas Coumeau, j'ai des fonctions dans un groupe. Voilà. Ancien directeur de clinique. Ancien directeur de clinique. Pourquoi on ne dit pas, tout simplement, y compris aux usagers, que l'État n'ait pas le courage de dire depuis des années, que la sécurité sociale n'ait pas le courage de dire depuis des années que la santé ne peut pas être prise en charge à 100%. Pourquoi on ne le dit pas? C'est la vraie question. On ment depuis des années, on fait croire à la population que tout le monde pourrait être soigné, et le mieux possible, avec la meilleure technologie. Et tout ça, tout remboursé, c'est pas vrai.
Tout le monde le sait, c'est pas vrai. Dans aucun pays du monde, ça n'existe. Alors pourquoi? Mais parce que les politiques n'ont jamais été courageux. Mais il va bien falloir dire la vérité un jour. Voilà. Alors c'est aux représentants de l'État que je dis ça. Merci. Vous avez raison de vous adresser aux représentants de l'État, parce que effectivement, votre question est à la fois logique et pourtant, je pense, monsieur, que le sujet du dépassement d'honoraires qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas exactement de même nature. Alors, je vais vous répondre pour vous dire que si l'État dit cela, et s'il disait cela, alors c'est un sujet qui doit vous interroger, vous, établissement privé et médecins exerçant à titre libéral, sur le caractère libéral de votre activité. Ça veut dire, en fin de compte, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans un exercice libéral? Et ça n'est pas à l'État de dire qu'il ne peut pas prendre en compte la totalité de ce que vous estimez être votre juste dû. Ça n'est pas le sujet. C'est de dire, en fin de compte, vous êtes libéraux, eh bien vous assumez ce caractère libéral dans sa totalité. Et c'est un vieux débat, mais vous ne le faites pas aujourd'hui en tant que médecins libéraux, puisqu'en fin de compte, bien entendu, et je sais que je vais me heurter à l'ensemble de la salle en disant cela, mais vous n'avez de caractère libéral, pardonnez-moi, qu'une partie de ce nom. Puisqu'en fin de compte, vous attendez de l'assurance maladie et de l'État, globalement, d'être rémunéré dans des conditions qui sont celles-ci ou d'autres, et que vous êtes encadré. Et d'ailleurs, vous vous en plaignez bien suffisamment. Donc je pense que dans ces cas-là, c'est pas le sujet de l'État ou de l'assurance maladie, c'est un autre sujet aussi dont nous pourrions débattre, du caractère libéral ou non de vos professions, et d'assumer jusqu'au bout, oui ou non, son caractère libéral. Alors maintenant, je voudrais vous dire un autre point, parce que je crains que le débat cesse avant que j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai entendu tout à l'heure mon confrère de gauche dire eh bien voilà. Je ne suis pas persuadé qu'il soit de gauche, mais non, il est à votre gauche. Peut-être, oui, d'accord. De gauche, pardon, je vous prie de m'excuser, monsieur, de ma gauche. Je suis plus grand-chose. Et donc, mille excuses, je me suis mal exprimée. C'est pour ne pas prêter à confusion. Non, mais je n'ai pas prêté à confusion, je pense, monsieur. Tout le monde avait compris que c'était mon confrère de gauche. Et donc, placé à ma gauche. Donc, pour revenir sur ce sujet, parce que c'est un sujet difficile également à aborder, j'entends dire les déplacements d'honoraires, cela signifie plus de qualité, plus d'innovation. Alors, plus d'innovation, monsieur, je vous entends. On a entendu le débat de tout à l'heure, et je vous ai dit, je crois, lors d'un propos précédent, qu'il fallait sans doute se pencher sur les coûts des soins, et sans doute d'ailleurs sur la manière de financer correctement l'innovation, ce que nous faisons fort mal dans ce pays. Et je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas eu, en matière de tarification à l'activité dont vous connaissez mon attachement, eh bien que nous n'ayons pas pu régler ce sujet de l'innovation mieux que nous l'avons fait, et je pense qu'il faut s'y pencher. Mais alors, monsieur, par pitié, ne disons pas que le dépassement d'honoraires, c'est de la meilleure qualité. Disons que c'est de l'innovation et que, de temps à autre, cette innovation introduit une meilleure qualité, mais ne disons pas d'une manière générale que la qualité dépend du dépassement d'honoraires. La qualité, elle est due à la base, et ça n'est pas un dépassement d'honoraires qui fait la qualité du soin dans sa globalité. Personne ne vous entendra sur ce champ, monsieur. Madame, je continuerai à chanter tout seul s'il le faut. Ne me dites pas que des consultations à 5 consultations par heure pour un certain nombre de confrères qui font de la cancérologie, parce qu'ils sont bloqués en secteur 1 à 23 €, ils peuvent faire de la qualité, Madame Aoustin. Ne me le dites pas. Je vous rappelle, monsieur, je viens de vous dire qu'il fallait regarder le sujet des honoraires, qu'il fallait regarder le sujet des coûts, mais que ne me dites pas qu'en fait, les 3/4 de vos collègues, qui notamment travaillent en secteur 1, font de la sous-qualité. Je ne me suis pas permis de dire ça. J'ai dit que dans un certain nombre de cas, en particulier pour des exercices particuliers, des médecins font des dépassements d'honoraires pour des consultations particulièrement lourdes et des chirurgies particulièrement difficiles qui ne sont pas honorées correctement par l'assurance maladie. La dernière chose sur laquelle j'aimerais intervenir, notre point retraite vient de perdre 20%. La TVA se met en place contre nous.
Les cotisations du RSI ont augmenté de 6%. Les assurances professionnelles continuent à augmenter. Nous avons donc des charges, y compris nos salariés continuent à augmenter sur leurs revenus, leurs ressources, ce qui est normal. Nos charges de fonctionnement passent leur temps à augmenter depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, je fais du syndicalisme depuis bientôt 20 ans, en tant que président national des internes, j'entends le même discours. L'assurance maladie n'a pas les moyens. Et je vois l'assurance maladie dépenser des ressources pour offrir aujourd'hui 2 milliards d'euros de mutuelles. Et je dis simplement que si l'assurance maladie avait consacré ces 2 milliards d'euros aux honoraires de mes confrères, aujourd'hui, il n'y aurait plus de dépassement d'honoraires. Et si l'assurance maladie n'avait pas laissé se développer les assureurs complémentaires qui aujourd'hui volent aux Français 42 milliards d'euros, il n'y aurait pas aujourd'hui de problème de dépassement d'honoraires. Alors, dans toutes les discussions où je vais, y compris avec Frédéric von Rockegen, on me dit, vous avez raison, monsieur Leger, le problème, y compris avec madame Touraine, le problème des dépassements d'honoraires, c'est en fait la non-revalorisation des actes. Ouais, elle me dit ça, c'est la première phrase. Vous avez raison, c'est la non-revalorisation des actes. Et on me dit, bon, ben point. Ben oui, ben point, ben on fait comment? Eh ben on ferme le secteur 2. Mais vous n'avez rien compris, vous allez nous assassiner. Mais attendez, vous savez pertinemment, et l'assurance maladie, pourquoi elle vous le dit, c'est parce que le secteur 2 a été inventé pour ça. Exactement. Il a été inventé exactement. parce que justement l'assurance maladie ne pouvait pas augmenter ses honoraires. Donc vous le savez fort bien. Oui. Donc bien sûr Alors, que c'est pour normal revenir que sur Van le Rockegen secteur vous le dise libéral, je vous aujourd'hui. rappellerai quand même que le secteur libéral, excusez-moi, nous Et étions puis tous des vrais libéraux jusqu'à ce que la là-dessus. Convention existe en 1960. Première Convention nationale, 1971. On était des vrais libéraux. Et puis on a laissé se développer l'assurance maladie et les assureurs complémentaires en nous interdisant finalement, avec aujourd'hui la loi HPST, loi trotskiste, madame, que j'ai combattue, qui aujourd'hui finalement a nationalisé nos établissements de santé. Donc en fait, on ne peut plus être libéral parce que la loi l'a interdit. Roger Ruat, le mot de la fin vous revient. Ah ben merci. Simplement, je voulais dire, bon, il faut pas trop nous pousser dans nos retranchements quand on dit, Madame Austin, vous nous dites que nous sommes pas des vrais libéraux, parce qu'on pourrait vous prendre au mot et devenir des vrais libéraux. Mais je ne pense pas que ça soit le choix des Français d'avoir un système totalement libéral en France. Donc voilà, c'est simplement. C'était le mot de la fin, je veux dire que la liberté a un prix. En secteur 2, on a payé pour avoir cette liberté. Or aujourd'hui, on veut nous amputer de cette liberté et l'enlever aussi d'une certaine manière aux Français, parce que les Français ont respecté ce choix-là. Bien, merci à tous les trois. Enfin, je devrais dire à tous les quatre, mais le docteur Chatan nous a quittés un peu plus tôt. Merci Roger Ruat, Didier Leget, Martine Aoustin d'avoir pris part à cette table ronde. On peut les remercier.